Conférence 3D, la conférence scientifique en visio et en binôme. L'Agence du Verbe et Trégor Sonore présente Sonférence Trégor, un cycle de conférences sonorisées en binaural. Conférence 3D en 2022, le savoir-faire du Trégor. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour Rossel. Donc ce soir, on est ici à La Roche-Derrien, à l'église Sainte-Catherine, où nous avons un vitrail qui a été illustré par une pièce. Je vais écorcher la date, je pense qu'on m'est trompé dans la date. Donc, 1347. 1347. C'est une pièce de Pascal Rueff, l'Agence du Verbe, qui raconte l'histoire de la guerre des 100 ans ici dans La Roche-Derrien et qui est installée à demeure ici à l'église et que vous pouvez venir l'écouter quand vous voulez. Et elle fait partie d'un parcours immersif de La Roche-Derrien. Je ne sais pas si je me trompe. Donc, mais aujourd'hui, nous allons parler d'acoustique avec Rossel, et plutôt de son parcours d'acousticienne et d'acousticienne dans les télécoms. Donc, parce qu'elle fait partie d'Orange. Et donc, je vous invite à l'écouter. Donc, bienvenue. Et je vous laisse tous les deux échanger pendant l'heure qui suit de cette histoire. Merci. Merci. Donc on va faire un tour en fait. C'est ça. Voilà. Donc en fait, le thème général, c'est la recherche en acoustique dans les télécoms, puisque en fait, je suis chercheur à Orange. Et le sous-titre Acoustics Reloaded, c'est un clin d'œil à Matrix, évidemment. Mais en fait, c'est parti. Alors, déjà, cette conférence, en fait, je l'ai faite j'ai été invitée à la faire au Congrès français d'acoustique, donc en avril dernier. Et en la préparant, j'ai eu envie, en fait, de partager un peu mon parcours et mon expérience, au sens où j'ai souvent entendu dire, on m'a souvent dit, qu'en fait la recherche en audio, que l'audio c'était has-been, qu'il n'y avait pas d'avenir. Et en fait, ça va faire plus de 20 ans que je suis chercheur à Orange. Et il y a toujours des thèmes, les domaines de recherche évoluent, mais c'est toujours des choses très intéressantes. Et donc c'est cette expérience-là que j'avais envie de partager avec vous. Donc on va faire un petit parcours historique. On commence par le départ. Donc l'acoustique dans les télécoms, c'est un peu une évidence, puisque c'est la voix, ce sont des communications vocales. Donc il y a tous les travaux de recherche sur le codage de la parole, la reconnaissance de la parole, la synthèse de la parole, tout ce qui est associé aux terminaux téléphoniques. Donc c'était dans le cadre du CNET, le Centre national d'études des télécommunications. Et emblématique en fait de cette période, c'est la chambre sourde du site d'Orange à Lannion. Là vous avez des photos d'archives et on voit que c'est un bâtiment quand même impressionnant. Et là je veux lui rendre quand même un hommage, d'autant que son avenir est incertain. Voilà. Donc bien découplé de tout le reste sur un ressort. Voilà. On voit en fait ils ont vraiment construit des fondations. Donc effectivement il y a une désolidarisation du sol, elle est sur un lit de sable, elle est dans un caisson de béton, donc ce qui est la propriété en fait de ces chambres anéchoïques. Elle est assez vaste, on a fait 8 mètres en fait de côté, c'est quasiment un cube. Et donc pourquoi la désolidarisation, c'est d'autant plus important qu'on est juste à côté de l'aéroport. Donc voilà. Alors, en fait, à partir de la téléphonie, en fait, il y a eu les services et les produits de télécommunication ont beaucoup évolué. Là, en fait, c'est mon parcours 30 ans. Et moi, dans mes thèmes de recherche, en fait, quand j'ai commencé par une thèse. Et donc là, c'était l'époque de la communication immersive qu'on cherchait
enrichir en fait les services de communication. Et donc l'immersion passait par la spatialisation sonore, d'où l'ensemble de ces technologies, donc la Wi-Fi synthésiste, ambisonique, le binaural, tout ce qui est le son 3D. Après, donc, dans les années 2010, le métier télécom a évolué vers cette notion, ce concept d'opérateur intégré. Donc on associe télévision, radio, contenu. Et donc là, on a plus travaillé sur l'enrichissement des contenus. Donc là, du coup, mes recherches ont un peu évolué vers plutôt la perception sonore, l'évaluation de la perception sonore. Et en fait, plus récemment, donc là on est en 2015, c'est l'Internet des objets, les objets connectés, l'IoT. Et donc là, eh bien, les objets connectés, en fait, ils sont dotés de microphones qui leur permettent d'écouter l'environnement sonore, et à partir de ces enregistrements, on peut faire de la reconnaissance automatique de son pour déclencher des actions. Donc ça, c'était un nouveau thème de recherche. Et là aussi, dans ces environnements connectés, en fait, on a des moyens de commande un peu futuristes, donc associés au cerveau, ce qu'on appelle le BCI, le Brain Computer Interface. D'accord, ça fait penser à une artiste, j'ai vu, qui fait résonner des choses juste en pensant. Voilà, et ben on est exactement ça. Et effectivement, là, on voit les applications télécom, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de ces thèmes de recherche, ils ont aussi des répercussions en artistique. Et là, en fait, ça aboutit à ma collaboration avec Pascal, qui a, entre autres, amené en fait la pièce en son binaural qui est dans l'église. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de métavers. et là, donc, on enrichit l'audio par d'autres sensorialités. En fait, on associe toutes les sensorialités dans le domaine de la réalité virtuelle. Alors un peu plus en détail, mais alors ne vous affolez pas parce que les slides sont nourris, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas, voilà, justement c'est le rôle de Michael d'affiner, d'ajuster en fait le propos. Donc on va commencer par le son 3D. Et le son 3D, en fait, sa première application, c'est la téléprésence. Et l'idée de la téléprésence, en fait, ce sont les réunions virtuelles, les réunions à distance. Et l'objectif, c'est d'offrir une immersion donc, aux personnes distantes et leur donner l'illusion qu'elles partagent le même espace alors qu'elles peuvent être distantes de plusieurs milliers de kilomètres. Donc ça passe, en tout cas dans les systèmes sur lesquels on a travaillé au CNET, ça passe par une image vidéo à l'échelle 1 et un rendu sonore spatialisé. Donc à l'époque, moi j'ai travaillé sur des rando-parleurs qui en fait proposaient une spatialisation qu'on appelle Wi-Fi synthésiste, mais qui est en fait quelque part l'équivalent des hologrammes, mais en sonore. D'accord. En 2D du coup. Alors là c'était en 2D, oui, tout à fait. Et dans les réalisations associées, il y a eu la visioconférence haute qualité Varese, et surtout en fait ce qui est illustré donc, sur l'image, la photo en haut, c'est le mur de téléprésence. Alors en fait c'était une fenêtre virtuelle, donc associant image et son, et il y en avait une installée à Lannion et une à Paris, et donc on pouvait communiquer comme ça de façon informelle. C'était en fait l'idée, c'est que la fenêtre était ouverte de 8h du matin jusqu'à 18h, et on pouvait se donner rendez-vous devant le mur avec des chercheurs des collègues parisiens et échanger, et discuter du coup de façon vraiment transparente. Alors, la spatialisation en fait donc, que j'avais utilisée, c'est ce qu'on appelle la spatialisation Wi-Fi synthesis. Donc c'est l'équivalent acoustique de l'hologramme, mais en 2D. Et en fait, une de ses spécificités, c'est qu'elle permet de restituer la profondeur des sources sonores. Et donc, quand les images 3D sont arrivées, on s'est intéressé à la question justement de mettre en relation le relief sonore et le relief visuel. Donc là, j'ai encadré une thèse, donc de la thèse de Samuel Moulin, qui a exploré en fait les relations entre profondeur visuelle et profondeur sonore.
et voir en fait si les deux aspects, si les deux modalités, donc visuel et sonore, sont cohérentes, qu'est-ce que ça donne. Si on s'amuse à les rendre incohérentes, donc par exemple restituer une image à cette distance-là et le son plus loin, qu'est-ce qu'on apporte. Donc il y a eu tout un ensemble d'expérimentations là-dessus. Là, on est déjà sur le multisensoriel. Oui, là c'est déjà du multisensoriel, effectivement. Et ce système-là, ça marche peu importe la salle, ou il y a quand même besoin de connaître quelques données Alors, par rapport à l'acoustique, par la rapport à réverbération, l'acoustique, oui. Effectivement, alors, aussi, c'est une très bonne question. En général, comme on est dans les télécommunications, on travaillait dans des salles très amorties parce qu'il y a toujours ce problème d'écho acoustique, c'est-à-dire que si on a des haut-parleurs et des microphones dans la même salle, les microphones vont capter ce qu'émettent les haut-parleurs et ça donne l'effet Larsen. Donc c'est pour ça que dans tout ce qui est environnement télécom, on est dans des environnements très très amortis. Néanmoins, en fait, si on n'a pas cette problématique de l'écho acoustique, ce qui se passe avec la Wi-Fi synthesis, c'est qu'elle va reproduire l'onde sonore un peu telle qu'une onde naturelle, et donc elle va se réfléchir naturellement sur les murs, donc on a une réverbération naturelle. D'accord. Qui vient renforcer en fait l'onde directe. Ah, c'est totalement différent. Moi, je connaissais un peu le transoral. Oui. On prenait une salle donnée, deux enceintes, on mesurait un point précis. Et on enlevait l'effet de la salle. Oui. Donc c'est pas du tout la même. Oui, effectivement, le transoral, on est sur une approche, ce qu'on dit perceptive, c'est-à-dire on reproduit en fait le son à l'entrée des oreilles. Et du coup, c'est vrai qu'on est tributaire de cette interaction avec la salle et on cherche les Alors, si on continue sur le son 3D, en fait, là, on vient de voir un peu la reproduction des champs sonores en 3D, mais à l'origine, en fait, il y a la question de la captation. Comment capter un champ sonore en 3D? Et donc là, dans mon équipe, il y a eu beaucoup de travaux donc, sur des systèmes de captation qui sont en fait basés sur des microphones, des antennes sphériques de microphones. Donc là, vous avez avec la balle de pétanque, justement, la boule de pétanque, ce sont des prototypes qui ont été développés à Orange Lannion par Jérôme Daniel et qui permettent cette captation donc, dans toutes les directions du son. Et alors, plus modestement, en fait, et c'était justement avec Rouliane pendant sa thèse, on a travaillé sur cette question de captation en 3D, mais adaptée à un smartphone. Donc évidemment, on ne peut pas brancher, on ne peut pas utiliser une sphère de microphone. Donc on a exploré des approches avec un nombre limité de capteurs, mais permettant de préserver en fait l'information de spatialisation. D'accord, optimisation. Voilà. Simplification, optimisation, justement pour ça, j'en avais déjà vu. Il y a pas des artistes qui ont utilisé ça, c'était Michael Jackson, un truc comme ça, non? Alors, peut-être parce que là, en fait, on a beaucoup de microphones en fait sur les sphères. Le premier microphone qui utilise cette technologie qui est en fait ambisonique, c'est le Soundfield et qui est constitué de seulement 4 microphones et qui existe depuis les années 70. Ah oui. Donc peut-être qu'il y a eu des artistes qui ont fait des expérimentations et c'est justement très bien, c'est précieux justement ces échanges. Et justement, d'ailleurs, en fait, dans le cadre de ces développements donc, de systèmes de captation, on a pu participer à des opérations avec l'Opéra de Rennes, donc des opérations en fait, d'immersion, c'était opéra sur écran, donc c'était avec justement l'Opéra de Rennes. La première édition, c'était avec Don Giovanni. Et donc l'idée c'était de pouvoir faire une captation, là on s'était concentré sur l'audio, donc en audio 3D, et de pouvoir la restituer à distance à des personnes qui ne pouvaient pas aller à l'opéra, ou même en fait il y avait devant l'opéra une restitution immersive, voilà, pour faire sortir l'opéra de l'opéra. Alors, le son 3D, donc on a vu différentes approches. En fait, il y a une approche sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est le son binaural, et pour cause. Et c'est vrai que le son binaural, en fait, je vais prendre un peu de temps pour en parler un peu plus en détail. Donc,
l'idée du son binaural, en fait, c'est la spatialisation sonore, la technologie de spatialisation sonore qui est la plus proche de l'écoute naturelle. Donc, on va chercher à reproduire les ondes acoustiques à l'entrée des conduits auditifs. Et donc, ce faisant, on va restituer les indices naturels de localisation, donc les différences de temps d'arrivée. Donc, si la source est sur la droite, le son arrive plus vite sur l'oreille droite. De même, le son est plus fort sur l'oreille droite, puisqu'il y a l'ombre par la tête. Et puis, on a aussi la contribution du pavillon d'oreille, qui est une sorte de résonateur, qui va donc sculpter la couleur du son en fonction de la situation. Et ça, en fait, notre cerveau a appris à décoder cette information donc ce qu'on appelle en termes techniques de filtrage, de couleur de son, et donc à l'interpréter en termes de direction, de spatialisation. Alors, c'est vrai que le binaural est connu depuis très longtemps, en fait, puisque c'est la plus intuitive, mais pendant longtemps, en fait, il n'a pas été vraiment considéré, parce que, en fait, pour écouter un son binaural, il faut un casque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît un peu bizarre comme réaction, mais c'était pas naturel d'écouter avec un casque, c'était vraiment une solution de pis-aller. Alors qu'aujourd'hui, avec les smartphones, maintenant, tout le monde a un casque. Et donc, c'est justement, ça a permis de démocratiser le binaural et d'aider son développement. Et puis, en fait, c'est vrai que le son binaural, ça a une importance particulière dans le domaine de la recherche, parce que au final, et ça je vais reprendre une expression de Pascal, c'est que n'importe quel champ sonore qui soit reproduit en stéréo ou tout ça, au final, on le donne à écouter à une paire d'oreilles. Donc, l'étape finale, c'est du binaural. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une spécialisation incontournable. Il n'y a pas un autre truc, alors je vais peut-être dire une bêtise, holophonie. C'était dans les années 60-70 aussi, où là, il trouvait que l'oreille était elle-même un perturbateur, en fait, et que le cerveau, enfin, il y a toute une histoire comme ça, je ne me souviens plus très bien. Alors, là aussi, dans le domaine du son 3D, il faut se méfier, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent des termes de façon un peu détournée, enfin, il y a des termes sexy qu'on va utiliser, alors que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, holophonie, ça existe, en fait, la Wi-Fi synthesis, c'est de l'holophonie, au sens strict. D'accord. Mais il est vrai qu'il y a eu un système qui était basé binaural, en fait, qui était sur le concept du binaural, et qui était appelé l'holophone. Donc voilà, comment noyer le poisson. Mais oui, c'est une remarque tout à fait pertinente. Et en fait, donc si on creuse, en fait, si on approfondit cette question du binaural, donc quand on dit que c'est la spatialisation la plus proche de l'écoute naturelle, ça veut dire que dans ce type de spatialisation, ce qu'on exploite, c'est les ondes acoustiques qui vont venir interagir avec la morphologie de l'auditeur, donc l'ensemble de son corps, mais surtout donc la tête et les pavillons d'oreille. Or, nous avons tous des morphologies différentes et surtout des pavillons très différents. Ça veut dire que cet encodage spatial de l'information, eh bien, il est fortement individuel. Ça veut dire que si je fais un enregistrement avec ma tête, par exemple, si je me mets des micros dans les oreilles et que je fais un enregistrement, et si je te fais écouter, eh ben, tu vas être un peu déçu par le rendu, notamment en fait les sources. En général, on ne perçoit rien devant. Et donc ça a été le principal frein au son binaural. Donc la question qu'on a cherché à résoudre. Et donc il y a eu énormément de solutions qui ont été développées, surtout en fait dans les dernières 10-15 ans. Là j'en ai listé quelques-unes et en fait je vais les illustrer avec quelques exemples. Mais surtout, en fait, c'est vrai que maintenant, comme on avance non seulement avec la connaissance, donc sur le son binaural, sur la perception du son binaural, et que le son binaural aussi devient une référence culturelle. Enfin, on a de plus en plus l'habitude d'écouter du binaural. Qu'on a aussi ce qu'on appelle les systèmes de head tracking, donc de suivi de mouvement de tête,
qui permettent en fait on va avoir un capteur qui va suivre les mouvements de l'auditeur. Et donc du coup, en fait, les sources, au lieu de bouger quand on tourne la tête, elles vont rester stables. D'accord. Parce que quand on écoute, des sons avec un casque, dès qu'on tourne la tête, tout tourne, toute la scène sonore tourne, et ça ne nous surprend pas. Sauf que c'est justement, ça nous confirme qu'on est bien en train d'écouter quelque chose de virtuel qui n'est pas réel. Parce que dans la vraie vie, justement, je vais tourner la tête, ça me permet d'explorer l'espace de façon active, ce qu'on appelle l'écoute active, et je l'utilise parce que justement, j'explore, je lève des ambiguïtés, et donc on l'utilise, et avec le casque, on en est privé, et donc ça nous plonge en fait dans l'artificiel, ça nous confirme qu'on est dans quelque chose d'artificiel. Donc on a des systèmes qui permettent de compenser ça, et donc de redonner du naturel en fait à la reproduction. Je crois qu'il y a un spectacle qui s'appelle Daisy, d'une compagnie de Bordeaux, qui a travaillé là-dessus, sur des sons et sur des images. C'est une espèce de petit milieu. Oui, c'était à Saint-Brieuc, je crois. D'accord. Ouais. Mais je ne les ai pas vus, on en a parlé, donc ça me fait penser à ça. Ouais, Quand on tournait la tête, en fait, ça changeait de son et ça changeait aussi des images. En fait, c'est vrai que on est interactif par nature, donc c'est bien de jouer justement là-dessus. Tout à fait. Alors, comment fait-on pour avoir une spatialisation binaurale individuelle, donc plus adaptée à ma morphologie, qui va améliorer en fait le rendu? La méthode la plus directe, c'est de mesurer ces fonctions de transfert acoustique, donc entre la source et l'entrée des conduits auditifs. Et à partir de ces fonctions de transfert, on crée ce qu'on appelle un filtre, qui va donc un filtre de spatialisation binaurale. Alors, c'est très simple en fait d'un point de vue théorique, mais en pratique c'est assez compliqué. Il faut d'abord avoir une chambre sourde pour avoir vraiment une captation la plus pure, la plus directe, uniquement longue directe. Voilà. On n'est pas entre acousticiens. Et puis ça prend surtout beaucoup de temps parce qu'on ne va pas mesurer une seule direction, on va chercher à mesurer toutes les directions pour pouvoir spatialiser dans les 3 dimensions. Et donc avec le premier système avec lequel on a mesuré les HRTF, ça prenait 2 heures. Alors c'est long, mais c'est surtout que pendant 2 heures, il faut rester immobile. Mais quand on dit immobile, c'est immobile, au degré près. Donc c'est une vraie torture. Du coup, on se serre la tête. Il y a un support, et puis justement, il y a un système de suivi de tête qui permet de contrôler que la personne n'est pas en train de s'endormir et tout, parce que ça fait partie des désagréments. On reste 2 heures immobile, on est un tant soit peu fatigué, on s'endort. Dans le cadre d'un projet collaboratif, donc le projet Billy, et qui était un projet en fait français, un projet FUI, dont en fait à l'initiative de ce projet il y avait Radio France et France Télévisions. On a pu développer un système de mesure de ces fonctions de transfert, donc les HRTF, j'allais le dire. Donc HRTF c'est un acronyme qui veut dire Head Related Transfer Function, donc en français les fonctions de transfert reliées à la tête. Et donc on a développé un système qui est illustré sur les photos. En fait, il y a 2 arcs de sphères sur lesquels donc, il y a 31 haut-parleurs. Et avec ce système, on est capable donc, de mesurer 1580 directions avec une résolution de 6 degrés en azimut et en élévation et avec un temps de mesure de 20 minutes. Alors comment on fait ça? Juste en 2 mots. C'est qu'en fait, tous les haut-parleurs vont émettre en même temps, mais des fréquences différentes. Et il y a un outil d'analyse qui va tout remettre ensemble ce qu'il faut et calculer les fonctions de transfert associées à chaque direction. Et la phase dans tout ça oui, si, c'est en compte. Oui, mais c'est vrai que ça fait rêver. Oui. Il y a même encore plus délirant, il y a des Allemands qui ont développé un système où alors c'est même une rotation. Donc c'est pareil, en fait
un arc, enfin c'est un cercle. L'auditeur est au milieu du cercle et il tourne. Et en même temps, les haut-parleurs émettent et tout. En fait, c'est des problèmes de traitement du signal assez basiques. Quand on le regarde, effectivement, on se dit mais comment ils font? Et en fait, ça s'appelle un système MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Et ça se résout. Bon, alors, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Avec ce système, si on fait une rotation très, très rapide, on a une résolution, la précision de mesure est dégradée. On est bien d'accord. Donc, plus on va lentement, plus on améliore. Et, voilà. Mais on arrive à un temps de mesure d'1 minute. Ça fait rêver. Alors après, il y a d'autres approches pour justement avoir ces filtres binauraux individuels. Il y a l'alternative à la mesure, c'est la modélisation. Donc on fait une résolution du problème par élément fini. Donc, pour les initiés, tout simplement il suffit d'acquérir un maillage de la morphologie de l'auditeur. Et puis à partir de ça, on a les outils qui permettent de calculer la fonction de transfert associée. Ouais, et en fait, le principal problème, ça a été l'acquisition de la morphologie de l'auditeur, parce qu'au départ, dans les premiers travaux, il fallait faire une acquisition IRM. Donc ça, c'est encore plus compliqué qu'une chambre sourde. Et alors après, grâce notamment à il y a eu des systèmes de scanners plus ou moins portatifs, mais là vous avez cette photo, on voit quand même qu'il faut protéger les yeux du sujet, il faut lui mettre un bonnet de bain pour aplatir les cheveux, c'est pas très agréable. Et puis avec la Kinect, les capteurs se sont améliorés en performance, sont devenus de plus en plus simples. Et même aujourd'hui, Sony propose un système d'individualisation de cette spatialisation binaurale à partir de photos avec un smartphone. D'accord. Et Apple vient de faire une annonce comme quoi il allait prochainement l'intégrer aussi ce type de technologie. Donc ça se démocratise là aussi. Bon, après, il y a quand même un problème morphologique assez compliqué. C'est pour acquérir la morphologie du pavillon d'oreille, parce que il est quand même collé à la tête. Donc on a beaucoup d'effets d'ombre, et ça c'est quand même un problème physique complexe. Et nous concrètement, quand on a travaillé sur ce type de technologie, on est passé par des moulages en plâtre ou en silicone du pavillon d'oreille pour pouvoir l'enlever de la tête sans couper l'oreille à la personne, parce que c'est dommage, après elle ne peut plus l'utiliser. Et donc avec ces moulages, on pouvait justement améliorer la résolution. Mais ça montre quand même que c'est problématique. D'autres approches, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus quand même de mesures qui ont été faites, de bases de données de ces filtres binauraux, donc collectés pour plusieurs individus. Par exemple, à l'IRCAM, il y a une base de données avec 45 personnes, mais il y en a de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est de piocher dans ces bases de données, de proposer des filtres de spatialisation à l'auditeur. Alors, la principale difficulté de cette approche, c'est que si on cherche à le proposer à un auditeur, on va dire, non expert, ça va devenir un casse-tête, parce que si on lui propose, par exemple, 40 jeux, 40 jeux de filtres, s'il faut qu'il les écoute, et puis alors, qu'est-ce qui est le mieux, c'est ingérable. Donc, pour résoudre ce problème-là, on peut faire des présélections, donc et ne proposer que quelques jeux, et mais la question en fait du protocole d'écoute pour que la personne puisse simplement en quelques secondes trouver la spatialisation qui va être vraiment confortable et agréable pour elle, ça reste compliqué. Mais plus on va en avoir, plus on va avoir des données importantes. Oui. Et après, peut-être avec un algorithme, je sais pas, simplement une photo. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a les aspects photo et morphologie, je vais y revenir. Et bien justement, belle transition. Là, c'est en fait cette approche en fait d'individualisation des filtres,
elle est basée sur des bases de données. Donc on va prendre les charters dans des bases de données, mais on ne va pas se contenter de les prendre, on va chercher à les modifier pour les tuner, pour les adapter, pour qu'elles soient le plus confortables pour le sujet donné. Sans rentrer dans les détails de la méthode, en fait, on va se baser sur une comparaison de la morphologie de l'auditeur, donc on cherche à qui on veut proposer un jeu de HRTF, et les morphologies donc, qui sont dans la base de données. Et on fait un différentiel, à partir de ce différentiel, on est capable de calculer les transformations à appliquer au filtre. Donc ça, c'était notamment des thèses, la thèse de Pierre Pillon et de Felipe Meireles Ospina. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle une reconstruction à partir d'une base de fonctions. Alors là aussi, ne vous affolez pas avec les équations, mais le principe général, c'est qu'on va exprimer chaque filtre comme une somme pondérée en fait de fonctions de base. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette méthode, c'est que les fonctions de base, en fait, elles sont partagées par tous les individus. Et c'est les poids, donc les pondérations qu'on applique à chaque fonction qui vont dépendre de l'individu. Et en plus, il y a des résultats assez intéressants. Là, vous avez une illustration donc, avec une méthode donnée. Et vous avez donc là les poids, donc c'est des poids qui sont en fonction de la direction qu'on va... Donc, selon la direction qu'on cherche à obtenir, on va sélectionner en fait dans cette matrice. Et là, les 4 images, ça correspond à 4 individus différents. Et le résultat qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a quand même des formes, des images qui sont assez proches l'une de l'autre. Donc on voit bien qu'on a quelque chose d'assez cohérent d'un individu à l'autre. Même si c'est éclairci plus dans les basses fréquences, notamment. Alors en fait c'est la direction là, donc on a l'élévation en ordonnée et en abscisse c'est l'azimut. D'accord. Ah ouais. C'est vraiment une grille de poids en fait à appliquer en fonction de la direction. Ah oui, c'est logique. Et dans ce cas-là en fait les fonctions de base c'est des filtres. Donc on va venir pondérer un jeu de filtres pour reconstruire une fonction de transfert dans une direction donnée. Et tout ça, en fait, c'est obtenu, là, on a calculé ces fonctions de base et ces poids dans une base de données. Donc, c'est des vrais HRTF, en fait, qui sont... Voilà, donc là, c'était un petit aperçu du son binaural de l'individualisation. Maintenant, on va s'intéresser quand même à la question qui est, je vais dire, c'est limite la plus intéressante, c'est qu'est-ce que ça donne quand on écoute justement ce son 3D. Donc, ce sont toutes les recherches qu'on a fait sur cette mesure, alors ce qu'on appelle dans notre jargon là aussi la qualité d'expérience. Donc comment le sujet perçoit, enfin l'auditeur perçoit le champ sonore qu'on lui propose, quelle qualité il a. Et donc pour cette mesure, alors déjà en fait la grande difficulté c'est qu'on est sur une perception typiquement multidimensionnelle. Un exemple, eh bien, quand on perçoit un champ sonore, un produit, ou même naturel, en fait, il y a les aspects timbraux, les aspects de la couleur des sons, et puis il y a aussi, par exemple, les aspects de spatialisation. Donc ça fait déjà 2 dimensions. Et si on affine, en fait, on peut trouver plein de dimensions. Et donc là, l'idée, c'est on va chercher à comprendre et à mesurer toutes ces dimensions. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Alors pour faire ça, il y a des approches conventionnelles. Donc typiquement en spatialisation, ce qu'on peut proposer, c'est faire des tests de localisation. Donc on demande à un sujet, on lui présente différents sons et on lui demande dans quelle direction il perçoit les sons. Et en fait, à chaque fois, le système de reproduction sonore va chercher à synthétiser le son dans une direction donnée et on compare en fait la réponse du sujet, qui par exemple il peut le percevoir dans cette direction-là alors qu'on l'a synthétisé dans cette direction-là, donc on voit qu'il y a un biais dans la reproduction. Mais justement, en fait, et là c'est avec une collègue, donc Laetitia Gros, on a travaillé sur des approches un peu non conventionnelles pour explorer d'autres méthodes. Alors une première approche, c'était en fait à mesure du temps de réponse.
Alors ça, c'était toujours dans le cadre de la thèse de Pierre Guillon. Et on cherchait à évaluer en fait différentes qualités de jeux de filtres binauraux. On avait la référence des filtres qui avaient été mesurés, donc la référence haute, et puis ensuite différentes méthodes de reconstruction. Et donc on a fait passer à des sujets donc, un test où on synthétisait donc, sur casque des sons dans toutes les directions, et le sujet avait pour tâche de localiser le plus rapidement possible. Et alors la technique donc, de localisation, c'est qu'il devait en fait pointer son regard dans la direction où il percevait le son. Donc c'était assez intuitif et donc assez rapide. D'accord. Et vous aviez quelque chose pour mesurer Il y avait un tracker sur la tête, toujours. Et d'ailleurs là sur la photo, on voit le dispositif de tracking. Donc il y a un casque et puis le système de tracking. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'effectivement, plus la spatialisation était dégradée, plus le temps de localisation s'allongeait. Donc du coup, on avait un indicateur de la qualité de spatialisation avec ce temps de réponse. D'accord. Alors, d'autres approches. Alors justement, pour revenir à cette question, donc, quand on veut proposer à des auditeurs des HRTF individualisés, ou en tout cas, et en partant donc en lui proposant ce qu'on appelle un set réduit de filtres, donc par exemple 4-5, et donc comment il va choisir son jeu préféré. Donc pour ça, en fait, c'est donc avec un collègue, Marc Emmerich, on a construit une application de réalité virtuelle. Donc c'était un univers virtuel avec de l'audio et de la vidéo. Et en vidéo, en fait, on était plongé dans un espace entouré de haut-parleurs. Et en sonore, et ben, en fait, on avait un son qui était synthétisé dans une direction donnée. Et là, donc, la personne, puisque c'était un casque de réalité virtuelle, un HTC Vive, donc il avait un pointeur laser et il devait pointer son laser dans la direction où il localisait les sons. Et donc l'idée, c'était de pouvoir, à partir donc, de la justesse en fait, de sa localisation, en fait, notre hypothèse, c'est que si le jeu de filtres binauraux n'était pas adapté, la personne allait mal localiser les sons. Alors que si les filtres étaient bien adaptés, eh bien, les sources virtuelles allaient être synthétisées correctement. Donc on mesurait une fois que la personne avait passé le test, on mesurait l'erreur de localisation et on en inférait en fait le jeu le plus adapté. Donc on s'est rendu compte qu'en fait l'erreur en azimut n'était pas discriminante et que c'était vraiment l'erreur d'élévation, l'erreur de localisation en élévation. Et ça en fait, l'élévation, on arrive à l'interpréter grâce au pavillon d'oreille. D'accord. Et le pavillon d'oreille, c'est l'élément morphologique le plus différent d'un individu à l'autre, d'où en fait l'impact sur la qualité en fait le lien, plutôt la corrélation, le lien entre l'erreur d'élévation et puis la qualité de spatialisation. Et donc là en fait c'était en quelques minutes que la personne pouvait comme ça obtenir le jeu optimal en fait, de filtre binauraux. Depuis tout à l'heure, je me pose une question sur est-ce qu'il y a eu vraiment des études physiologiques aussi qui ont été faites, à savoir, est-ce que, je prendrai l'exemple du DVA et de la CENI, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des masquages temporels, des masquages fréquentiels. Mm-hmm. Est-ce qu'il peut y avoir une erreur de ressenti spatial, est-ce qu'on sait qu'il y a une marge d'erreur en fait, dans le ressenti? Oui. C'est un peu ça ma question. Oui. En fait, effectivement, on n'est pas, en termes de localisation, effectivement, on n'est pas hyper performant, surtout en sonore.
On est beaucoup plus performant en visuel que en sonore. En visuel, on est sur 1/60 de degré, en fin, en fait, en erreur de localisation, alors qu'en sonore, dans les meilleures conditions d'une source devant, on a 3 degrés d'erreur. Et 10 degrés sur le côté. Et 20 degrés au-dessus. Donc on est vraiment dédié effectivement sur l'espace frontal. Oui, c'est une très bonne remarque. Et il y a des codes de pondération, du coup, vous pondérez Non, mais alors, à ma connaissance, non, c'est pas vraiment appliqué, mais effectivement, c'est quelque chose qui ressurgit, effectivement, cette idée de pondérer. Après, c'est clair, enfin, une application de ça, c'est qu'on va se concentrer sur la zone avant, par exemple. La spatialisation sur la zone frontale est privilégiée au détriment des autres zones. Alors, là encore, une approche beaucoup plus innovante. On est allé dans le monde des neurosciences. Parce que plutôt que de demander au sujet ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, eh ben, on ne lui pose pas de questions, on lui met un casque, donc ce qu'on appelle un casque EEG, électroencéphalogramme, et on observe son activité cérébrale. Alors, ça c'est une expérience qu'on a menée avec l'IMT Atlantique et l'Université de Rennes 1, parce qu'évidemment à Orange on n'a pas de casque EEG, surtout que là c'est un casque avec 256 capteurs, enfin la Rolls-Royce du casque EEG. Et puis il y a du coup un système assez contraignant parce qu'il faut se mettre un gel, enfin c'est... Je n'ai pas passé. et donc, comme on rentre dans le monde des neurosciences, du coup, on passe sur des protocoles neurosciences. Donc parce que l'activité du cerveau à observer, c'est quand même, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en neurosciences, on est sur des protocoles très simplifiés. On demande une tâche élémentaire au sujet pour justement pouvoir observer quelque chose. Donc là, l'expérience, en fait, c'est une expérience visuelle. On présente des stimuli visuels à l'auditeur. Donc vous avez les stimuli, en fait, c'est des échiquiers. Échiquier, merci. Alors, il y a la forme standard, donc il est parfait. Et on introduit des erreurs, et donc là, ce sont ce qu'on appelle les stimuli déviants. Et la tâche du sujet est de détecter ces stimuli déviants. Et donc là, dans notre expérience, on rajoute du son. Et justement, ça a été une opération menée avec Pascal. Et on a donc 2 types de sons qu'on peut lui diffuser, le son binaural ou un son stéréo. Et l'objectif de ces sons, c'est de distraire le sujet de sa tâche de détection. Et donc, notre hypothèse, c'est que plus le son va être immersif, plus la distraction va être forte, et donc il va faire des erreurs de détection. Justement, des stimuli déviants. C'était ça notre hypothèse. Et donc on mène l'expérience, et en fait, ce qu'on observe, c'est que sur le taux de détection, on n'a pas de différence entre donc, binaural et stéréo, mais en revanche, parce qu'on a mesuré plein de choses, sur le temps de réaction, on a déjà une différence, et le temps de réaction, donc le temps de détection, il est plus élevé dans le cas du binaural. Donc, ce qui est un premier argument que le binaural est un peu plus immersif. Et puis surtout, alors là on va vraiment rentrer dans les détails, si on observe l'activité cérébrale, on observe un effet P300. N'est-ce pas? Alors en fait, c'est ce qu'on appelle les potentiels évoqués, enfin, c'est quand on analyse les signaux EEG, parce que en fait, quand on voit les signaux EEG bruts, on se demande où est l'information, parce que c'est énormément bruité, parce qu'effectivement, tous les neurones, ils sont tous... Bon, donc il y a tout un protocole d'analyse et tout ça, et puis de détection, et en fait l'effet P300, c'est un effet qui est lié à l'attention ou la surprise. Et pourquoi il s'appelle P300? Parce qu'il surgit de l'ordre de 280 millisecondes après le stimulus. Donc là, sur cette courbe, vous avez un exemple. Alors, en fait, on se concentre sur cette zone donc, qui est en rouge, donc c'est justement la zone des 300 millisecondes. Et en fait, il faut procéder par
différence. Donc si on prend par exemple les courbes rouges et bleues, donc les courbes rouges et bleues, c'est l'activité cérébrale qui a été observée en présence de sons binauraux. En rouge, c'est avec un stimulus standard, et en bleu, c'est avec le stimulus déviant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Donc, c'est cette différence entre standard et déviant qui montre la détection. Et maintenant, si on prend les mêmes observations, mais cette fois en présence de sons stéréo, donc là, c'est les courbes vertes et violettes, eh bien, on voit qu'en fait, la différence entre les courbes vertes et violettes est plus faible qu'entre les courbes rouges et bleues, ce qui suggère qu'il y a un effet de surprise plus fort avec le son binaural, ce qui va dans le sens d'une immersion plus forte, du fait que l'auditeur est plus happé par le son binaural, plus distrait. Et c'était quoi le son ? Alors, oui, en fait, c'était des sons d'ambiance. Donc, il n'y avait pas du tout de voix, parce que justement, du coup, ça déclenche plein de trucs au niveau du cerveau. Et c'était des sons donc, qui avaient été enregistrés dans la pièce, et donc des sons d'environnement, ou par exemple, en fait, il y avait si je me souviens bien, il y avait des clés qui tombaient, comme si l'expérimentateur qui était juste à côté, il était maladroit, il bouquinait aussi, voilà. C'était à la limite de la distraction, mais oui, ça avait été tout un travail. Et pour terminer sur les évaluations, donc là c'est dans le cadre de la thèse de Julian Morera qu'on on s'est intéressé à la question de justement l'écologie de ces approches, de ces évaluations. Parce que tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, on fait des évaluations en laboratoire. Et il y a un biais, parce que le sujet, on le met dans un contexte dont il n'est pas familier, donc on sait que ça va influencer son évaluation. Donc il y a tout un travail actuellement pour justement se rapprocher des conditions plus écologiques. Donc avec la thèse de Julian, on s'est intéressé à l'apport du son binaural sur terminaux mobiles, et donc dans le cadre d'un usage audiovisuel, donc typiquement des jeux, donc combinant son et image. Et donc, Julian, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un jeu vidéo, donc de type Infinite Runner, pour ceux qui connaissent, et en fait, donc, il a sélectionné un panel de sujets, et pendant 5 semaines, ces personnes recevaient 2 notifications par jour, le matin et l'après-midi, leur demandant de faire une session de jeu, à l'issue de laquelle, en fait, ils donnaient quelques informations et on leur posait des questions sur l'immersion, la mémorisation, enfin, il y avait toute une évaluation. Donc ça pendant 5 semaines. Donc on en a perdu un certain nombre en cours de route, mais justement, donc les personnes avaient pour consigne, elles recevaient la notification et dans les conditions où elles étaient, elles faisaient ce jeu. D'accord. Et le questionnaire, du coup, c'était quoi ? C'était interactif ou c'était une note de... Non, c'était à la fin en fait, de la session. Alors notamment, en fait, dans le cadre du jeu, il y avait des objets qui apparaissaient associés à des sons. Et donc il y avait une question de mémorisation, on leur demandait la liste d'objets qu'ils avaient vus. Donc c'était typiquement ça. Et puis il y avait aussi des questionnaires d'évaluation, donc comment ils avaient trouvé le son, l'immersion du son, voilà. Donc pour nous c'était une première expérience en fait avec cette approche écologique. Et déjà la mise en œuvre du test, ça a été très compliqué, donc ça nous a permis justement de voir comment c'est complexe ce type d'évaluation écologique. Et alors les résultats, sans rentrer dans les détails, alors déjà en fait sur la gauche là on a les de contexte dans lequel la personne était quand elle a fait son évaluation, pour voir si on arrivait à les varier. Alors la réponse est oui et non. Sur certains aspects, par exemple, si on regarde le niveau d'occupation, on voit qu'on a une distribution relativement équilibrée, donc on va de complètement libre d'esprit
complètement libre d'esprit ou très occupé, donc ça on est relativement homogène. Mais sur le niveau de mobilité, en revanche, on voit qu'aux 3 quarts, la personne est allongée ou assise. Donc c'est un peu limité. Donc, mais bon, c'est intéressant. Et en termes donc, sur la question d'immersion, justement, est-ce que le binaural par rapport à une institution mono est plus immersif? Alors, il y a une subtile tendance à un renforcement de l'immersion grâce au binaural, mais ça reste très léger. Donc, ça, c'est une expérience. Enfin, c'est des genres d'évaluation et à poursuivre, à affiner. Là, c'était une première exploration, et donc ça demande d'affiner en fait le protocole. Ma question, ce serait sur justement ce multisensoriel. De toute façon, la vue prendra toujours plus de place que le son. Est-ce que ce serait pas intéressant de coupler le binaural avec du toucher Oui. Alors, oui. Bah oui. En plus, c'est vrai que le son et le tactile sont vraiment liés, enfin, physiologiquement, puisqu'on perçoit des vibrations aussi par l'oreille, donc c'est sont exactement. Donc oui. Et ben, justement avec ce que je mentionnais du métaverse, tout ça, et puis, là on sent que tout le monde est en train de oui, à la vidéo. Alors il y a des gens qui travaillent sur l'image, la vidéo, qui se rendent compte que ah bah oui, le son ça peut être pas mal. Et puis nous dans le son, on sait que l'image c'est bien, ça apporte beaucoup d'informations, mais justement on est sur justement enrichir l'expérience sensorielle avec du tactile, avec des odeurs, avec tout ça, justement avec le concept de jumeaux numériques. Si on est par exemple sur le jumeau numérique d'une ville, s'il y a que l'image, c'est un peu une expérience limitée de la ville réelle. Donc il faut ajouter plein de choses. Le mouvement, voilà. C'est la peau, le manque sur la peau. Ouais. C'est pas gagné. Non, on n'y est pas tout de suite. Et donc c'est le dernier volet. Donc là, c'est vraiment mes recherches les plus récentes. Et en fait, ça, c'est arrivé donc avec ce que je mentionnais au début, c'est l'Internet des objets, les objets connectés. Alors, les objets connectés, ils sont connectés, mais surtout, en fait, ils sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils sont dotés de capteurs. Donc, il y a la température, la luminosité et tout ça. Et puis, il y a aussi l'acoustique. Donc, on peut les équiper de microphones. Donc, ils sont capables de capter les sons d'environnement. Alors, c'est super intéressant. On est les premiers à le dire, puisqu'on sait qu'on peut extraire énormément d'informations d'environnement sonore, naturellement, notamment parce qu'on est sur une captation omnidirectionnelle. On a les oreilles tout le temps ouvertes, on ne peut pas les fermer comme les yeux, donc c'est très riche. L'avantage aussi de l'acoustique, c'est que les microphones, c'est pas cher. mais c'est quand même l'acoustique aussi, ce sont des données très intimes. Et clairement, dès qu'on parle de mettre des microphones un peu partout, tout le monde a peur d'une mise sur écoute. Et c'est pas une peur, d'ailleurs, c'est une réalité, effectivement. Donc, c'est vrai que d'emblée, quand on a commencé ces travaux de recherche, il y a eu cette question d'acceptabilité, mais surtout de protéger les données et d'offrir des garanties donc aux clients pour le respect de sa vie privée. Alors, une des questions à laquelle on s'est attaqué, qui en fait n'est pas si simple, parce qu'on parle de mettre des micros partout. Alors oui, on peut mettre des micros partout, c'est peut-être pas l'approche la plus efficace ni la meilleure, surtout si on est dans une approche de respect de la vie privée. Et donc, la question aussi, c'est que quand on est sur une prise de son, donc de son ambiant, tous les sons sont d'intérêt, donc ils peuvent être partout, donc il faut couvrir tout l'espace d'un bâtiment, d'une pièce. Donc on a aussi, on peut avoir des problèmes de bruit, il y a beaucoup de sources concurrentes, tout ça, donc c'est pas un problème si simple.
Et on y a travaillé avec l'Université du Mans. Et donc Pierre Lecomte, qui était en postdoc à l'Université du Mans. Et il nous a proposé en fait des systèmes de sphères, enfin de huitièmes de sphère, donc des réseaux microphoniques en forme de huitièmes de sphère, présentant l'avantage qu'on les met dans le coin, dans un coin d'une pièce, on peut mettre dans plusieurs coins. Et en fait, incidemment, ça a un autre intérêt de le mettre dans un coin, c'est qu'on peut utiliser des sources images en fait, puisque les murs, on peut les considérer comme des parois parfaitement réfléchissantes. Enfin, c'est une vue théorique. Et comme ça, en fait, on va créer par image des microphones virtuels. Et donc, en résumé, avec un huitième de sphère, on reconstitue toute la sphère. Voilà. Donc, on met 8 microphones et c'est comme si on en avait 64, je crois. Donc, c'est. Du coup, ça fait repenser à la sphère qu'on a tout à l'heure. Oui. Moi, j'ai vu. Oui, c'est possible. C'est très probable. Et voilà. Alors, l'objectif final de ces captations, c'est de pouvoir faire de la reconnaissance automatique de son, donc d'exploiter en fait ces enregistrements en identifiant si c'est la machine à laver qui se met en marche, si c'est quelqu'un qui sonne à la porte ou tout ça. Ce qui nous a permis de découvrir en fait la communauté DCASE. Donc DCASE, c'est Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events. Et donc c'est une communauté qui est apparue en 2013 et qui est vraiment en développement exponentiel, avec des thèmes de recherche donc, très variés, donc, qui vont de la simple classification de scènes sonores, mais qui est tout sauf simple, à la mesure acoustique de la biodiversité. Voilà, tout à fait. Il y a aussi une nouvelle question, c'est la détection acoustique d'anomalies, notamment pour les machines. Donc ça, tout le monde le connaît. Enfin, le garagiste vous dit « Ah, le moteur, là, il y a un petit tic-tic qui fait... » Ben, c'est ça, mais de façon automatique. Donc c'est absolument pas simple. Et donc, en fait, dans ce domaine, aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de l'IA, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine, du machine learning en anglais. Et bien, évidemment, maintenant, les modèles qui sont capables de faire cette reconnaissance automatique de son, c'est des réseaux de neurones. Et donc, ces réseaux de neurones, pour qu'ils soient intelligents, il faut qu'ils apprennent à partir de bases de données. C'est pour ça qu'on a aussi travaillé donc, sur des bases de données, et là aussi avec Pascal. Et on a fait donc, dans notre chambre sourde toute une campagne d'enregistrement de sons associés à l'univers de la maison, des bruits de vaisselle, etc. Donc avec la meilleure qualité, différents systèmes de captation, et à partir donc, de ces enregistrements, l'idée c'est de pouvoir d'une part faire apprendre des modèles de réseaux de neurones, mais aussi pouvoir les modifier, tout ça pour créer plein de choses, imaginer en fait plein de scènes et enrichir les modèles à partir de ces nouvelles scènes. Et on a... c'est pas moi qui lui ai donné le nom. On a développé un prototype donc, de reconnaissance automatique de son, donc on appelait le Miaou. Alors l'idée c'était aussi de travailler sur l'acceptabilité. Donc c'est un petit objet charmant qui ressemble à un petit chat. Et en fait, quelque part, là il a vraiment un aspect qui est spécifique et qui est vraiment intéressant. Donc dans notre jargon, en fait, à Orange, on est incité à travailler dès la conception sur ce qu'on appelle le privacy by design, donc d'intégrer cette contrainte de respect des données privées au plus tôt possible. Et là, justement, en fait, ce système, ce qui fait qu'il vraiment sécurise les données, c'est que l'apprentissage donc, du modèle de reconnaissance et la reconnaissance en elle-même, donc la reconnaissance de son,
est faite à l'intérieur, enfin in situ, donc dans la maison, et aucune donnée n'est transférée à l'extérieur. Donc ça suppose de pouvoir développer des modèles simples qu'on peut implémenter sur des Raspberry ou donc des terminaux vraiment légers. Donc, et donc en fait là ce qu'on voit, c'est qu'aussi en fait ce qui est transféré à l'extérieur, ce ne sont pas les données audio, ce sont les données du modèle. Donc le système dans la maison, le domicile 1, il va apprendre les sons à partir des sons de la maison et il va renvoyer en fait au serveur les données du modèle qu'il a construit. Dans notre maison, même travail, donc il y a aussi un autre modèle qui est remonté et donc il y a un travail de fusion de ces différents modèles pour construire un modèle encore plus puissant qui exploite en fait, qui généralise. Et les données, elles sont effacées automatiquement? Oui, forcément, elles sont effacées parce qu'il a une capacité de mémoire. Un buffer, en fait, et puis les données sont buffer, puis après. Ouais. Et donc c'est ça, en fait, les données ne sortent pas de la maison. Et pour terminer, donc le dernier sujet sur lequel je travaille, donc, c'est la commande mentale. Donc en anglais le BCI, Brain Computer Interface. Donc c'est des interfaces qui sont en fait basées sur le cerveau, donc justement des casques cérébraux qui vont observer l'activité cérébrale. Et en fait, le principe général de ce type d'interface, c'est qu'on travaille à partir donc, de stimuli. Alors généralement, ce sont des stimuli visuels. Donc par exemple, une fréquence, enfin des lumières qui vont clignoter à différentes fréquences. Et chaque lumière en fait est associée, par exemple, au choix dans un menu. Donc par exemple, la lumière qui va clignoter lentement, c'est la commande associée, c'est allumer la télévision. Une autre lumière, ça va être allumer telle lampe. Donc il y a une phase de ce qu'on appelle de calibration où donc on va observer l'activité cérébrale donc en demandant au sujet d'observer telle lumière, puis telle lumière, puis telle lumière. Et à partir de ça, on va observer les différences d'activité cérébrale selon la lumière qu'observe le sujet. Et dernière étape, en observant simplement l'activité cérébrale, le système infère la lumière sur laquelle il se concentre et peut déclencher l'action. Voilà. Donc, vous allez me dire, où est l'acoustique là-dedans? Je peux te dire, il doit y avoir un bruit énorme, non? Mais ça, c'est assez bluffant quand même. C'est quelque chose qui est en train de fonctionner. Enfin, là, on a une expérimentation qui a été menée avec l'INRIA et par exemple, navigation dans un menu de chaîne de télé. Et c'est quand même. Il y a quelques minutes de calibration. Donc et ensuite, c'est assez, ça fonctionne assez bien. Ça peut zapper encore plus vite. Bah oui, à la vitesse de la pensée. Donc nous, en fait, on a observé que c'était pas mal. En général, ce type d'interface, c'est basé sur des lumières qui clignotent. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont basés sur l'acoustique, mais il y en a très peu. Et pourtant, en fait, l'acoustique, ça peut être intéressant parce que, au lieu d'avoir des lumières qui clignotent partout, on peut diffuser des sons simplement sur casque, donc c'est relativement discret, c'est confidentiel. Ce qu'on sait aussi, c'est que le temps de réactivité en auditif est beaucoup plus rapide que sur le visuel, donc une meilleure efficacité. Donc on s'y est intéressé. Alors il y a une première expérimentation, là je ne vais pas détailler parce qu'en fait c'est le même principe, mais c'est une expérimentation qui a été faite donc, en 2011, enfin publiée en 2011, donc c'est pas hyper récent, et c'était basé sur donc, des stimuli audio diffusés en spatialisé. Donc une première expérimentation. Donc là en fait les stimuli c'était des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 qui chacun était diffusé dans une direction donnée
Et à partir de là, en fait, ils ont construit un modèle qui permettait d'inférer à partir d'un casque léger. Donc dans les résultats, ce qui est intéressant, donc là on a 2 électrodes, chaque probe, et en fait en noir c'est ce qu'ils ont observé quand ils ne spécialisent pas les 1, 2, 3, 4, 5, les chiffres, et en rouge quand ils spécialisent, et ce qu'on voit c'est qu'il y a une différence plus forte en fait qui est obtenue grâce à la spatialisation, donc une meilleure lisibilité, une interface, enfin une commande plus efficace grâce à la spatialisation sonore. Mais c'est plus le P300. Non, c'est pas le P300. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, en quelques années, on voit que les casques cérébraux deviennent de plus en plus compacts, de plus en plus légers, parce qu'on est parti du casque à 256 capteurs avec gel. Et là, par exemple, donc, un produit qui vient d'être proposé par la société M-Brain Train, c'est un casque d'écoute où il y a des électrodes EEG qui sont intégrées. Donc c'est un simple casque d'écoute. On peut partir en B3, ils arrivent à respécialiser. Alors, il y a tout un travail d'optimisation et derrière, je ne vous le cache pas, il y a de l'apprentissage machine qui vient pallier un peu tout. Mais donc c'est vraiment un domaine en émergence. Et j'ai bientôt terminé. Donc une petite synthèse sur justement tous ces travaux en acoustique. Vous avez, je pense, pu constater que c'est quand même, il y a eu beaucoup de questions très diverses qui ont été abordées. Donc si on résume, en fait, je suis un peu partie de la Wi-Fi synthesis jusqu'au BCI aujourd'hui, donc il y a quand même beaucoup de choses en fait derrière l'acoustique. Et puis surtout, par rapport à cette remarque que l'audio en fait ça pourrait être has-been, on voit encore aujourd'hui que l'acoustique, le sonore a une dimension perceptive quand même très forte. Pour un petit clin d'œil, c'est quand il y a eu l'expédition sur Mars, il y a eu quand même un gros buzz avec les enregistrements des sons sur Mars. Il y avait le côté les sons dans l'espace, voilà, mais c'est quand même du son. Et puis c'est vrai que aussi, donc avec ce qu'on appelle le métavers, l'immersion sonore, déjà c'est une carte à jouer quand même très forte. Et on voit d'ailleurs un regain d'intérêt pour l'immersion sonore. Voilà, et vraiment là pour terminer, un petit coup de projecteur, un petit coup de pub. En fait, c'est un projet que nous menons, Pascal et moi. Donc c'est un projet de livre blanc sur le binaural et l'audio 3D, un peu pour partager nos connaissances, nos expériences, et qu'on se propose de faire sous forme de story mapping, donc une carte interactive, en fait une sorte de monde imaginaire, mais où les îles en fait ce sont des thématiques, donc de proposer une mise à disposition des connaissances avec ce type d'outil qui peut être très intéressant. Et ce projet, en fait, on a eu le soutien de la Société française d'acoustique. Donc voilà. Super. Voilà. Hop. Si vous avez des questions. Oui. Tu me parlais de la faible précision de l'écoute horizontale et verticale. Est-ce que chez certains sujets, c'est meilleur que chez le commun des mortels? Le mythe du bon localisateur. Oui, alors forcément, on n'est pas. Là, c'est des moyennes, parce qu'effectivement, il y a des aspects, je vais dire, morphologiques, parce que nous n'avons pas tous les mêmes pavillons.
Et quand on regarde les fonctions de transfert, chez certaines personnes, on a vraiment une richesse de variation des couleurs en fonction de la direction. En termes de traitement du signal, on a une fonction de transfert avec vraiment des nombreux creux. Donc chez certaines personnes, on peut avoir 6 pics, ou chez d'autres, on va en avoir que 4. Donc là, la réponse c'est morphologique. Alors il y a un aspect morphologique, et je vais dire, il y a aussi un aspect éducation. Ça, tous les ingénieurs d'y sont. Il y a cette ouverture des oreilles qui fait qu'on est plus ou moins sensible à la modalité sonore. Et on est plus ou moins sensible à la modalité spatiale. Ça, Pascal et moi, on l'a expérimenté plein de fois, en fait. Et le sens de ma question, c'était par exemple quelqu'un qui est aveugle, est-ce qu'il est plus précis en spatialisation sonore? Alors ça, c'est une excellente question. Alors ça dépend. En fait, ça dépend de quand est survenue la cécité. Si c'est un aveugle de naissance, eh bien, il va construire son espace sonore sans référence au visuel. Et donc, il a quelque chose de un espace complètement différent d'un voyant. Si c'est quelqu'un qui perd la vue pendant sa vie, en cours de route, j'ai envie de dire, et bien là, il a construit son espace sonore par rapport au visuel, donc il a une référence visuelle, une structure, une organisation. Donc c'est complètement différent. Donc moins précis, tu veux dire? Non, alors c'est pas en termes de précision, c'est plutôt en termes d'organisation. Et évidemment, en fait, ce qu'on observe, ça c'est les neurosciences, c'est que quand quelqu'un perd la vue, et ben, le cortex visuel va être remobilisé au service de l'audio. Il va recomposer l'image. Il va réexploiter, et notamment en termes d'espace, puisque le visuel c'est l'espace. Alors que l'aveugle de naissance, il va carrément se créer un paysage sonore. Et une structure de l'espace qui peut être vraiment différente. Parce qu'effectivement, une application du son 3D pour les aveugles, c'est la navigation. Et évidemment, ils l'utilisent. Une anecdote, c'est dans le métro, il y a pour réduire en fait le bruit ambiant des couloirs du métro, il y a des gens qui cherchent à diminuer il y a des acousticiens qui cherchent à améliorer le confort, et notamment les escaliers mécaniques, à faire qu'ils font moins de bruit. Sauf que les aveugles, ils sont pas contents parce qu'ils reconnaissent bien tel escalier et ils se repèrent grâce au son. Voilà. Donc, Et est-ce que la question qui suit, c'est est-ce que quelqu'un qui est voyant mais qui travaille la spatialisation, est-ce qu'il peut aussi utiliser une partie de son cerveau plus grande pour la spatialisation? Est-ce qu'il y a un espoir ou est-ce que ça reste toujours la vue là, ma réponse, il y a un espoir tant qu'il y a du vivant, il y a un espoir. Non, mais c'est clair que une des découvertes qui est plus si récente, mais c'est la plasticité du cerveau. Et on voit bien, alors je vais m'appuyer j'ai pas de résultats qui répondent, j'ai pas d'études qui répondent directement à ta question, mais il y a des études qui observent donc un panel particulier qui s'appelle les musiciens. Ça va te parler. Et en fait, on voit que au niveau audio, même c'est pas que seulement au niveau audio, je pense que c'est globalement au niveau cérébral, les fonctions d'un musicien sont différentes de quelqu'un qui n'est pas musicien. Donc oui. Et alors effectivement, si tu apprends plus tard, mais ça va pas être pareil, mais oui. Et juste pour rebondir pour les aveugles, ça me rappelle parce qu'on avait aussi travaillé avec des aveugles. Et alors on avait collecté des sons qu'on avait pris dans des bases de sons et on les soumettait aux aveugles pour avoir des commentaires. Et en fait,
il y a des aveugles qui disaient non, mais là, le chien, c'est pas un aboiement de chien, c'est un aboiement de chien qui est en colère. Enfin, ils avaient vraiment une précision dans la description des informations, enfin, plutôt l'extraction des informations qui tiraient des sons, que chez les voyants, il n'y avait pas. Bah non, c'est un aboiement de chien. Ah non, t'as un aboiement de chien en colère qui est joyeux. Enfin, ils entendent. Enfin, et les ingé-sons, ils savent. Mais... Y a-t-il d'autres questions dans la salle? C'est bon. Bah, merci beaucoup, Rosane. Merci. Donc, merci beaucoup, Rosane, Kael, de votre participation à cette 7e conférence ici à La Roche-Derrien. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui travaillent dans les conférences, donc à l'Agence du Verbe, CRF, à Festival à Songe, Bellec, à LTC, Trégor Communauté, qui permet de nous équiper pour vous fournir ça en ligne. Et donc j'espère que vous participerez aux prochaines conférences. Les programmes est à venir et les lieux à définir. Parce que en fait l'idée c'est vu que le binaural nous permet d'avoir une immersion sonore, profiter de ces moments-là pour avoir une écoute particulière d'un endroit qui a une acoustique particulière. Donc nous vous invitons aux prochaines conférences et à écouter les conférences déjà passées qui sont disponibles en ligne sur le site des Triggers sonores. Donc merci beaucoup. Et donc en ligne, je vous invite à écouter le générique. Conférence 3D, la conférence scientifique en visio et en binôme. L'Agence du Verbe et Trégor Sonore présente Sonférence Trégor, un cycle de conférences sonorisées en binaural. Conférence 3D en 2022, le savoir-faire du Trégor.